Il a des frontières avec Djibouti, l'Éthiopie et le Soudan. Il n'y a pas de lac ici. La mer Rouge compte 350 îles. L'île de Dokhlad est célèbre pour ses perles. Bien que le pays soit en grande partie inhabité, il n'y a pas de langue officielle. L'arabe, l'anglais et le tigrinya sont couramment parlés. Il est courant de rendre visite à des amis ou à des parents sans préavis. L'animal national est le dromadaire. Le bâtiment le plus haut est un hôtel de 8 étages et il faut 76 jours pour créer une entreprise. Ce sont là des informations optimistes. Nous avons épuisé la limite des bonnes nouvelles de ce pays. Dans le classement de la liberté de la presse, il rivalise avec la Corée du Nord pour la 179e place. 6 millions d'habitants estiment qu'un salaire mensuel minimum de seulement $23 est un salaire plutôt décent. C'est le pays le plus censuré au monde. Tous les programmes de télévision sont gérés par l'État. Les journalistes étrangers n'y sont pas autorisés. Jusqu'à 66% de la population souffre de malnutrition. Seul un habitant sur 100 possède une voiture et autant ont accès à Internet. En moyenne, ils fument une cigarette tous les 5 jours. L'aide est généralisée, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les rafles sont à l'ordre du jour. Un seul parti politique fonctionne. Le même homme est au pouvoir depuis plus de 28 ans. Il n'y a jamais eu de constitution promulguée et le pays est tellement totalitaire. Bienvenue en Érythrée. Depuis 2006, il est interdit aux étrangers de voyager en dehors de la capitale du pays sans une autorisation du ministère érythréen du Tourisme. Le monde entier sait que les autorités veulent contrôler les étrangers. Pourtant, les autorités d'Asmara affirment que c'est pour le bien des touristes qu'elles aiment, car il y a un certain nombre de mines terrestres non protégées dans le pays. Et d'où viennent-elles? Tout commence en 1885, lorsque les Italiens s'emparent des zones côtières de l'Érythrée et dirigent leur colonie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les troupes britanniques ont occupé le pays en 1941 et y sont restés jusqu'en 1952, date à laquelle l'Érythrée a été rattachée à l'Éthiopie. Quelques années plus tard, une guerre d'indépendance a éclaté et a duré près de 30 ans. En 1993, l'Érythrée a obtenu son indépendance. Après des années de lutte, de nombreux Érythréens aspirent à établir une nation souveraine et solide. Isaias Afwerki, un héros éminent de la lutte pour l'indépendance, est devenu le premier président de la nation nouvellement indépendante. Au lieu de transformer le pays en un paradis sur terre, il l'a transformé en une immense caserne militaire où les habitants endurent un enfer quotidien. Dans cet enfer, le résident moyen se marie à 18 ans et une femme a le premier de ses 4 enfants, typique 3 ans plus tard. Dans un pays totalitaire, tout est contrôlé par l'armée. Pendant la lutte pour l'indépendance, Isaias a éliminé ses opposants. Mais les gens n'en ont pas tenu compte, pensant que tout changerait après la guerre. Or, il s'est avéré que rien n'a changé. En fait, il y a eu une escalade des activités. Le Parlement a été dissous, suivi par les médias privés. Enfin, l'unique université du pays a été fermée. C'était en 2013. Un groupe d'officiers militaires en a eu assez et a commencé à exiger des réformes. Officiellement, ils ont été jetés en prison, mais en réalité, on n'entend plus parler d'eux. Le président Afwerki est extrêmement militant vis-à-vis de ses voisins. Il les a tous attaqués sans obtenir de grands résultats. Et le pays reste en alerte permanente pour repousser la menace irréaliste d'une attaque de l'un de ses voisins. La plupart des Érythréens fuient pour éviter d'être enrôlés dans l'armée. Ce doit être une expérience de vivre dans un pays où les rafles sont quotidiennes. La conscription lors des rafles peut toucher n'importe qui. Un enfant de 12 ans peut être enlevé aussi facilement qu'une personne de 80 ans. Officiellement, le service militaire dure 18 mois, mais personne ne sait vraiment combien de temps il peut durer. Beaucoup de ceux qui ont été enrôlés dans les années 90 sont encore en service. Les soldats travaillent 6 jours par semaine, sans contact avec leur famille, parfois dans les mines, pour $10 par mois. Ils sont soumis à une discipline de fer, à des punitions draconiennes, à la torture et aux abus sexuels. Dans les prisons, la torture est courante et les cellules sont surpeuplées, ce qui rend les conditions inhumaines.
Les religions légales reconnues sont l'orthodoxie, le catholicisme, le luthéranisme et l'islam. Cependant, les adeptes de ces religions ne se sentent pas en sécurité, et ceux des autres religions se sentent encore moins en sécurité. Personne ne se sent en sécurité dans ce pays. Il n'est donc pas étonnant que les Érythréens veuillent fuir le pays. La décision de fuir est à la fois courageuse et dangereuse. Bien que la fuite ne soit pas nécessairement couronnée de succès, les gardes-frontières ont pour instruction de tirer sur toute personne essayant de quitter le pays. Si le fugitif n'est pas rattrapé par les balles, il est probable que des hyènes affamées le rattraperont. Si l'on a de la chance et que l'on a déjà atteint le désert, on peut encore être rattrapé par la faim ou par des trafiquants d'êtres humains armés jusqu'aux dents, qui sont à la recherche de fugitifs. Même si l'on ne tombe pas entre les mains d'un trafiquant, le fait de se retrouver au Soudan ou en Éthiopie n'est pas la fin des problèmes, car ces pays ne reconnaissent pas les Érythréens comme des réfugiés. Un réfugié capturé est ramené dans son pays d'origine. J'utilise le terme fugitif. S'il est très fréquent que les femmes soient des fugitives, c'est parce que les femmes fuient l'armée, parce qu'on leur interdit de fonder une famille, de tomber enceinte, et qu'elles sont très souvent traitées comme des divertissements sexuels. Le plus souvent, les conscrits qui patrouillent à la frontière ont tendance à s'enfuir avec leurs armes. Des lotissements entiers. Malgré le danger imminent d'être abattus d'une balle dans la tête, s'ils sont pris, ceux qui réussissent sont confrontés à un souvenir qui durera toute leur vie. En effet, le fugitif est obligé de remettre aux autorités érythréennes une partie des revenus qu'il a gagnés à l'étranger. Et pourquoi un tel réfugié paie-t-il? Il le fait volontiers, car sinon sa famille restée au pays sera persécutée. Environ un demi-million de réfugiés érythréens arrivent en Éthiopie et au Soudan, alors que 6 millions de personnes résident dans le pays. La Suède et la Norvège accueillent plus de 40 000 réfugiés érythréens. L'atmosphère généralisée de terreur et de suspicion, la peur constante de la police et des informateurs, sont autant d'épreuves à traverser. Les réfugiés érythréens qui ont de l'argent sont prêts à payer jusqu'à $50 par personne pour fuir leur pays.